Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. On va parler d'une question qui est un peu technique mais aussi beaucoup politique puisqu'elle engage la représentation finalement des citoyens européens au sein du Parlement et au-delà, j'allais dire, auprès de l'ensemble des institutions européennes. C'est donc sur le fond une question effectivement de démocratie. Il s'agit de la question de la nouvelle composition du Parlement européen et de la manière d'élire les députés. On va essayer d'être clair avec vous, Pervenche Berès. Vous êtes député socialiste et démocrate. Bonjour et merci d'être là. Et Sveg Giegold, qu'on accueille pour la première fois sur ce plateau. Merci Sveg d'être avec nous. Vous êtes Vert, ALE, Alliance Libre Europe, et vous êtes député allemand, ce qui va nous permettre aussi de comparer un peu les situations et d'avoir deux regards réellement croisés sur cette question. Alors, on va essayer d'être clair pour ceux qui nous écoutent. Les prochaines élections européennes ont lieu fin mai 2019, ça ne va pas être la même date dans tous les pays, mais ça sera à cette période-là. Rappelons qu'à cette date-là, le Royaume... C'est la même date, il y a certains pays qui votent le jeudi et d'autres le dimanche. C'est ça. Mais c'est pas plus loin que ça. Voilà, c'est ça, mais c'est à la fin du mois. Dimanche. Voilà, c'est ça. Rappelons qu'à cette date-là, le Royaume-Uni, théoriquement, aura quitté l'Union européenne, puisque Normalement, peut-être, oui ou non, il aura votre pronostic là-dessus en mars 19 ? C'est pas une question de pronostic, c'est une question juridique. Dès lors que le Royaume-Uni a engagé la procédure dite de l'article 50, le 29 mars de cette année, voilà. Ça se termine le 29 mars de l'année 2019. Voilà. Et pour qu'il soit encore membre, il faudra un vote à l'unanimité des 27 autres. Donc je ne crois pas qu'on va l'avoir. Alors il va bien falloir qu'on fasse comprendre toutes ces questions-là. Est-ce que quelqu'un peut nous réexpliquer clairement en quoi va consister précisément cette nouvelle composition du Parlement européen, ce qui va changer dans ces nouvelles élections? Est-ce qu'on peut essayer déjà un peu techniquement de mettre ça à plat pour que tous ceux qui nous regardent comprennent bien? Qui veut essayer? Vous voulez essayer, Pervenche? Ou l'un ou l'autre, au Sveg Giegold? Il y a deux sujets différents. D'abord, un vote n'a pas le même valeur électorale dans chaque pays membre. C'est bien connu, la France a la pire situation, c'est-à-dire il faut plus de votes pour un député pour être élu. En France, c'est similaire la France en Allemagne. Est sous-représentée. Oui, sous-représentée, c'est similaire en Allemagne, mais le petit pays sont, on peut dire, sur-représentés. C'est pourquoi il faut aussi changer un peu la composition pour réduire ce problème. C'est plutôt technique, on peut recalibrer des nombres de députés par pays pour rendre le système plus juste. Un sujet totalement différent, c'est la question des listes transnationales. Et là, il y a le même processus légal parce que pour les deux projets, la récompensation en français, recomposition et la question de liste transnationale, il faut changer la même loi. Et c'est pourquoi on discute les deux sujets ensemble et il y a une vraie opportunité pour plus de démocratie en Europe. Et c'est pourquoi c'est assez politique aussi. D'accord. Alors, essayons de voir dans le contexte du Brexit, donc en quoi est-ce qu'il permet précisément de reposer ces questions-là? Alors, idéalement, dans un monde idéal, rationnel, cartésien, on pourrait imaginer que d'une élection du Parlement européen à l'autre, les choses se fassent automatiquement sur la base d'une règle qui serait une règle permanente. Et donc, on pourrait dire que si tel pays voit sa population augmenter, eh bien, le nombre de ses députés augmente. Mais ça aurait supposé qu'entre les chefs d'État et de gouvernement, ils se mettent d'accord sur une règle permanente. Moi, j'avais espéré qu'on y arrive cette fois-ci, mais on ne va pas y arriver. Donc, on va faire des petits arrangements entre amis qui sont des grandes questions. Savoir comment est-ce qu'on se répartit les sièges. C'est ça, on va profiter de cette opportunité, on va le dire, du fait qu'on récupère ces sièges britanniques. Voilà, parce que c'est toujours très difficile. On ne peut pas indéfiniment augmenter le nombre de membres du Parlement européen. Ça n'a pas de sens. On finirait comme un soviet suprême qui n'existe plus.
Et donc, le départ des Britanniques va libérer 73 sièges. Et le choix qui a été fait par le Parlement européen, c'est de dire, au fond, ces 73 sièges qui se libèrent, on va les répartir en 3 enveloppes. Une enveloppe pour construire une liste transnationale, mais il faut encore que les chefs d'État et de gouvernement se mettent d'accord. On va revenir là-dessus sur cette liste transnationale. Oui, tout à fait. Une petite réserve pour l'avenir, au cas où il y ait des élargissements. Voilà. D'autres pays qui entrent dans l'Union européenne. Et une 3e enveloppe pour corriger des déséquilibres flagrants. Sven Giegold a eu la gentillesse, l'honnêteté intellectuelle de mentionner la France, mais c'est vrai que la situation de la France est absurde. Le nombre d'électeurs que nous représentons est disproportionné par rapport à n'importe quel État. Donc ça va être réglé, c'est-à-dire que tout le monde est tout de même d'accord sur le fait qu'il faut rééquilibrer un peu les choses. Pour moi, l'enjeu du vote au Parlement européen, c'est que sur cette question de la répartition entre États membres, la façon dont nous avons formulé la proposition, c'est-à-dire, en clair, pour la France, qui intéresse quand même un peu nos auditeurs, que l'on passe de 74 à 79 sièges pour la France. Donc on en gagne 3, oui. On en gagne 5, pardon, excusez-moi, 5. Oui. Que ça ne soit pas touché au Conseil. Parce que la position des rapporteurs au Parlement européen, ce qui j'espère sera largement voté par l'hémicycle, ça devrait l'être parce qu'il n'y a pas d'amendement contre cette répartition, ce soit acté. C'est-à-dire que les rapporteurs ont voulu faire la négociation la plus poussée possible, la plus réaliste possible, pour ne pas réouvrir la négociation entre les chefs d'État et de gouvernement. Et si les chefs d'État et de gouvernement, le Conseil, les ministres avaient la sagesse de recopier notre proposition, je pense que ça serait très raisonnable. Alors revenons sur les listes transnationales. On en parlait d'un point de vue technique, on va le rappeler un petit peu quel est le but de la manœuvre et surtout d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'est-ce que vous, les uns les autres, vous en pensez de cette idée des listes transnationales aux prochaines élections européennes ? La démocratie en Europe et notamment aussi le Parlement européen est souffert de nationalisme des débats européens. C'est-à-dire, en Allemagne, on a discuté beaucoup sur la Grèce et les gens en Grèce ont discuté beaucoup sur l'Allemagne et la politique. Mais il y a rarement un vrai débat européen. Et par une liste transnationale, on a la possibilité pour chaque citoyen de voter aussi pour les candidats et des listes européens. Les listes européennes ont la nécessité d'un vrai programme européen, programme politique. Aujourd'hui, il est possible d'être dans le même groupe politique avec des programmes totalement opposés. Par exemple, la gauche européenne, les centrales nucléaires, ils sont positifs pour les Tchèques. C'est la tradition que les centrales sont positives si la propriété est d'État, mais les centrales capitalistes, ils sont très dangereux. C'est ridicule pour un verre, mais ils sont dans le même groupe politique et dans leur programme européen, il n'a pas une position claire. Et c'est la même chose dans tous les groupes politiques. Et Merkel et Orban sont dans le même groupe politique. Et ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Par exemple, sur la question des réfugiés. Bien sûr. C'est pourquoi, avec des programmes européens, on ouvre la porte pour une vraie démocratie, un débat démocratique européen transnational. Et c'est pourquoi c'est une question clé pour donner plus d'importance au débat public transfrontalier qui est aussi la réalité économique et qui en a aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est une opportunité pour renforcer la démocratie européenne. Vous êtes d'accord avec ça, Pervenche Berès ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme socialiste française, j'ai depuis très longtemps, parce que c'est bon, maintenant en France on en parle un peu plus, mais ici au Parlement européen, c'est pas la première fois qu'on pousse cette idée. Mais vous savez, quand vous êtes député européen,
moi, j'ai souvent été présidente de la délégation socialiste française. Et il y a un petit paradoxe à ça, hein, parce qu'on est ici pour faire vivre une démocratie européenne. Donc, mon premier cercle d'appartenance, normalement, c'est la famille socialiste européenne. Et en même temps, je présidais une délégation socialiste française. Bon, alors, il faut, dans l'unité, dans la diversité, faire entendre la petite musique des socialistes français dans la grande famille socialiste européenne. Mais comme socialiste français, je n'ai aucune chance de gagner aucune bataille ici. Les batailles que je peux mener, c'est d'abord des batailles comme socialiste. Et la démocratie européenne, elle s'exprime dans le débat entre familles politiques. C'est comme ça qu'il peut s'incarner ce débat. Et au fond, l'idée que la composition du Parlement européen continue à émaner d'abord de représentation nationale nuit à l'émergence de cette composition des éléments de la démocratie européenne. C'est très important parce que les États membres, ils sont d'abord représentés au Conseil. Au Conseil, chaque État membre a une position, il incarne la défense de son... Ici, normalement, c'est le débat politique qui doit l'emporter. D'où l'idée qu'il faut qu'on avance sur ces listes transnationales. Je sais que certains pensent que c'est renier l'intérêt national. Alors c'est c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus? J'allais dire, est-ce que les opinions sont prêtes à accepter cette idée de liste transnationale? Bon, il y a deux sources de résistance. D'abord, il y a des nationalistes. Par exemple, la groupe de la GUE de gauche est très divisé là-dessus. Les Allemands sont plutôt pour, les Français plutôt contre. Malheureusement, parce que normalement, l'idée de la démocratie internationale est une idée de gauche, fondamentalement. Une idée internationaliste, oui. Et c'est pourquoi, si les multinationales sont internationales, il faut créer des espaces démocratiques au niveau international. C'est pourquoi je ne comprends pas Mélenchon et ses amis, deux opposés. La droite ici, notamment les libéraux, sont pour. Mais les chrétiens démocrates, ils sont plutôt contre. Mais alors que la co-rapporteure est de leur famille politique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le Polonais, Danuta Hübner, elle est pour. Mais elle est assez seule aux familles chrétiennes-démocrates. Et quand même, c'est la famille démocratique qui était au début de la création de l'intégration européenne. C'est pourquoi c'est très triste qu'il y ait un consensus entre une partie de la gauche extrême et la droite plutôt nationale. Et il y a une vraie menace. C'est pas la première fois, on l'a sur d'autres cas, mais enfin quand même. Oui. C'est juste, mais il y a une menace concrète qu'on va perdre demain cette vote sur les listes transnationales. Et j'espère que, par exemple, la gauche en France repense leur rôle ici là-dessus. C'est ça. L'idée, c'est de pousser en fait l'idée européenne au bout dans cette question de représentation. Vous savez quelque chose, parce que parfois quand on est inquiet sur comment va l'Europe, on a l'impression que ceux qui veulent pousser l'idée européenne, c'est des espèces d'européistes, blabla, BA, etc. Moi, je suis le contraire. Ce qui va être dit par certains, oui. Oui, mais c'est pour ça que je reviens sur cet argument, parce que moi, je suis le contraire d'une européiste béate. Hein. Mais je vois bien que si... Prenez la lutte contre cette collusion entre les multinationales, Monsanto et Bayer, qui veulent distordre complètement la protection des consommateurs, qui se fichent complètement de la santé des Européens. Bon. On l'a vu, le bon espace de résistance à ça, c'est le Parlement européen. Hein, c'est là qu'on joue un rôle essentiel. Et ce n'est pas le seul sujet. Même chose sur les émissions automobiles, etc. Et sur le diesel, etc. Voilà. Bon. Et donc c'est bien qu'il y a des sujets d'une démocratie européenne. Et je le vois notamment à droite, une espèce de contradiction chez les chrétiens démocrates dont parlait Sven Giegold, qui sont à l'origine avec d'autres, de l'idée européenne et qui aujourd'hui se retrouvent piégés dans leur débat politique national, dans une contradiction qui les conduit à être contre des listes transnationales. Ils sont en faveur d'une démocratie européenne. Enfin, souvenez-vous, le Parlement européen élu au suffrage universel, ce n'est pas une idée de gauchiste, hein. C'est une idée de démocrate, auquel les chrétiens démocrates appartenaient totalement. Mais comme ils sont chacun dans leurs États membres tiraillés
par des tendances souverainistes, eh bien, d'une certaine manière, ils arbitrent au bénéfice des souverainistes. Oui, c'est ça. Et ça m'étonne beaucoup, parce qu'ici, je vois des collègues qui sont très européens, qui sont des collègues avec qui on peut vraiment avoir des vraies alliances sur beaucoup de sujets d'intérêt général européen, et qui là tournent le dos pour avoir un réflexe plus souverainiste. Alors revenons quand même à ces élections de mai dans un an, une grosse année on va dire. Alors on va peut-être rentrer dans des considérations nationales, mais on va croiser, il n'y a pas de problème. Rappelons que liste nationale ou liste régionale, c'est aussi en débat en France à l'heure actuelle. Rappelez-nous, Zvi Giegold, chez vous en Allemagne, comment ça se passe? On vote sur quelle base? Une base régionale ou sur la base de nationale, comme on va parler du projet français après, de ce qui se profile? Chez nous, c'est un système mixte. C'est-à-dire, on a, à la fin, la composition entre des partis politiques, c'est sur la base de pourcentage au niveau national. Mais il y a des grands partis, notamment les chrétiens démocrates, mais aussi les social-démocrates, ils ont quand même un mécanisme formel pour avoir des représentations des régions. À peu près équilibré mais sur à la fin, il n'y a pas des vrais seuils pour être élu, c'est-à-dire il faut au niveau national 0,7% pour avoir un député. Par exemple, on a 11 verts ici. Mais chez vous, à cause des régions, il y a de facto un seuil qui est très différent région par région, c'est-à-dire les partis qui sont un peu moins grands, tous les votes sont perdus. Et c'est rédhibitoire pour ces candidats-là. C'est très dommage parce que les partis qui sont moins grands, par exemple les socialistes en France ou les Verts en France, le Parti communiste. J'ai fait des blagues pour Pervenche, mais le petit parti où les moyens partis sont sous-représentés et les votes sont perdus. C'est pourquoi je crois qu'il faut ces systèmes mixtes pour assurer le lien régional et en même temps la représentativité nationale. D'accord. Alors c'est pas ce que prévoit le président de la République Emmanuel Macron, qui voudrait lui, pour les prochaines élections, qu'on soit non plus sur des listes régionales, des grandes régions. Rappelons que c'est comme ça qu'avait été découpée la France en 2014 lors des précédentes élections européennes, mais qu'on soit là cette fois-ci sur des listes nationales. Alors du coup, vous en pensez quoi? Alors, comme vous le savez, et comme le savent peut-être certains de nos auditeurs, j'ai été élu plusieurs fois au Parlement européen et j'ai déjà connu les deux systèmes. C'est ça. 2 fois, j'ai été élu sur des listes nationales. La première fois, j'étais numéro 12, la deuxième fois, j'étais numéro 2. Bon. Et je faisais une campagne nationale et je trouvais que ça très très bien d'aller à des listes régionales parce que je pensais que j'aurais un meilleur ancrage plus près des gens, régional, plus près d'une circonscription, etc. Sauf que notre pays, à l'époque, avait 22 régions. Or, la loi électorale européenne impose quand même que les États membres adoptent un mode de scrutin. On ne dit pas si ça doit être national ou régional, mais on dit que ça doit être à la proportionnelle, ce qui est bien. Bon. En tout cas pour l'élection européenne. Je ne me prononce pas sur les autres scrutins, ce n'est pas notre agenda aujourd'hui. Mais si vous voulez un scrutin proportionnel sur 22 régions qui tiennent compte des populations, vous n'y arrivez pas. Ça devient compliqué. Vous n'y arrivez pas parce que vous finissez avec des régions où vous n'allez élire qu'un député, donc ça devient un scrutin uninominal. Non représentatif. Donc on avait recoupé la France en 8 régions. Et puis l'ancien gouvernement, à juste titre, a modifié la liste des régions et on est passé de 22 régions à 13 régions. Et donc vous ne pouviez pas avoir des députés européens élus sur 8 régions, alors qu'il n'y a plus que 13 régions. Mais à 13 régions, vous retrouvez le handicap d'avoir des scrutins qui ne sont pas proportionnels dans les plus petites, dans les régions les moins peuplées.
Et du coup revient cette idée d'une liste transnationale, d'une liste nationale, qui moi me convient assez bien, dès lors qu'elle s'accompagne des conditions que chaque parti fasse un peu son travail pour ne pas réorganiser Paris et le désert français, et s'assurer que toutes les régions sont équitablement représentées sur la liste. Mais surtout, l'espoir que j'ai derrière, c'est que ça permette d'avoir un vrai débat européen, avec un peu de prégnance dans les médias, dès lors que ça serait un débat national. J'y vois un risque, et je mets en garde contre ce risque qu'on a connu dans l'ancien système, lorsqu'on avait des listes nationales, c'est que pour conduire ces campagnes, il faut être assez médiatique, bien connu des Français pour attirer le maximum d'électeurs. Et je vois le risque que ce soit ensuite des élus qui abandonnent le Parlement européen pour retourner sur la scène politique nationale. Oui. Et ça, je ne suis pas d'accord. En même temps, on ne peut pas dire que ce ne soit pas une bonne chose qu'il y ait des têtes de liste ou des élus des candidats qui soient connus. Au Parlement européen. Oui, c'est ça, bien sûr. Et il y a besoin de gens engagés. Non, allez-y, Sveig Giegel. Non, à mon avis, la complexité est comme ça, mais il est bien possible d'avoir de combinaisons des systèmes qui gardent le lien régional et en même temps de protéger sur la base de l'idée française de l'égalité, l'égalité des votes. Et ce n'est pas par chance que en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, il y a des systèmes qui ont une construction pour défavoriser les partis moins importants. Il y a aussi eu de tentations des grands partis de se mettre d'accord, de créer des systèmes électoraux qui leur donnent moins de chance. Mais pour les entre guillemets petits partis, la proportionnelle intégrale au niveau national n'est pas un mauvais système. Non, mais évidemment, mais sur la proportionnalité divisée par beaucoup des régions détruit la représentation des plus petits partis. Et ce n'est pas par chance qu'en France, en Grande-Bretagne, en Espagne, les deux grands partis politiques, social-démocrates et chrétiens-démocrates, ont se mis d'accord sur ces systèmes. Bon. On a eu les deux systèmes. On reviendra là-dessus. On essaiera d'être de plus en plus clair sur cette question. Un mot quand même, est-ce que les prochaines élections européennes au Parlement européen vont être fondamentalement, selon vous, différentes des précédentes? Comment vous voyez les choses? Comment vous le sentez venir? C'est dans un an presque. Hein? C'est dans un an et je trouve qu'au fond, les choses ne sont pas du tout cristallisées encore. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. On sait pas du tout. Et dans notre pays, je dirais que les conséquences de l'élection présidentielle n'ont peut-être pas été totalement digérées encore. Et on voit bien que les partis ne sont pas encore prêts pour aller à cette candidature, à cette campagne. Parce que pour avoir vécu plusieurs campagnes européennes, je sais qu'elles sont toutes avec leurs surprises. Et je pense que c'est beaucoup trop tôt pour avoir une idée de ce qui va s'y jouer. Ce qui se joue quand même pour des partis comme les nôtres, derrière les listes transnationales, c'est quand même l'idée qui pour nous est inscrite dans le traité, qu'à travers l'élection européenne, on désigne celui qui présidera la Commission européenne. Alors ça, je sais qu'en France, c'est une question sur laquelle le président de la République est en train d'introduire des doutes et d'essayer de revenir à l'ancien régime, si j'ose dire, qui est celui où ce sont les partis politiques ou les chefs d'État et de gouvernement qui décident de leur chef. Dans le secret de leur cénacle, décident qui sera le successeur de Jean-Claude Juncker. Et ça, je pense que c'est... on ne peut pas dire qu'on est en faveur de la démocratie européenne et remettre en cause ce principe des Spitzenkandidaten, des candidats présidents. Ouais. Je suis tout à fait d'accord, parce que pour moi, c'est une question clé et ironique. Quelqu'un qui a donné des bels discours, par exemple, à la Sorbonne et à Athènes sur la démocratie européenne, pour se prononcer contre l'idée que c'est le peuple qui décidera qui est le chef de la Commission européenne, c'est vraiment pas compréhensible. Mais pour moi, la grande question pour les grands enjeux des élections européennes 2019 sera aussi s'il est possible de trouver un accord entre le nouveau gouvernement allemand
et le gouvernement français avec les partenaires européens pour un nouvel esprit en Europe. Si ils se mettent d'accord sur des projets de l'investissement dans l'avenir, le renforcement de la démocratie en Europe et la stabilisation de la zone euro par une union bancaire et tout ça, si on habituera, on va avoir un autre esprit qui rend plus difficile aux populistes de suivre leur discours nationaliste. Mais s'il y a une défaite, si les deux ne sont pas capables de trouver un nouvel esprit positif en Europe, on va avoir un processus électoral très très dur avec des grands dangers. Voilà, merci beaucoup à vous, Pervenche Berès et Zvi Gigol. On en reparlera bien sûr de cette question-là, puisque ce n'est pas terminé, mais ça approche petit à petit. Merci à vous de nous avoir suivis, et puis ne manquez pas les autres débats sur le site de l'humanité.fr, notamment un débat qui est consacré à la Turquie, aussi bien en ce qui concerne évidemment l'attaque des Turcs contre le canton d'Afrine, et également sur la situation intérieure de la Turquie et le développement de la répression, le cran encore qui vient d'être franchi en Turquie en raison et à la suite de cette invasion d'Afrine. Merci à vous, à bientôt, au revoir.